Et si on s'intéressait au dernier conseil ministériel présidé par Paul Biya le 15 octobre, le premier de l'équipe ayant filé mois après le réaménagement ministériel du 2 octobre 2015. Le chef de l'État a prescrit à ses collaborateurs de faire attention au train de dépenses publiques, de faire preuve d'imagination, d'efficacité et d'engagement. Du réchauffer en somme, affirme le quotidien Mutation dans l'une de ses livraisons de cette semaine. Mutation qui s'interroge également sur la méthode présidentielle. Consiste-t-elle à dire et à redire ce qui n'a pas été pourtant appliqué? La Nouvelle Expression et le Messager se sont saisis de l'annonce de la journée de deuil pour s'interroger sur le silence de Paul Biya lors des attentats qui causent pourtant la mort des Camerounais. Une centaine de morts déjà font savoir ces journaux qui se demandent pourquoi Paul Biya est resté jusqu'ici silencieux. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un clin d'œil à l'endroit de ces Camerounais qui ont pourtant perdu leur vie? Mais ce sera peut-être la fin des attentats avec l'arrivée des 300 militaires américains. Barack Obama, le président américain, en a fait l'annonce cette semaine. Le cabinet civil de la présidente de la République, à travers un communiqué du secrétaire général à la présidente de la République, a d'ailleurs confirmé cette information, faisant savoir que tout va plutôt bien dans les relations entre les États-Unis et le Cameroun. Que recherchent donc les États-Unis au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram? Que pouvons-nous en attendre et que peut la force multinationale mixte qui était jusqu'ici en attendant? Autant de préoccupations sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de droit de réponse. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Droit de réponse, je le rappelle, est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire savoir ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous ferons ample connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté d'être là parmi nous ce dimanche. D'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Fabien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour la revue de presse qui s'intéresse essentiellement à la politique et à la société. Et oui, nous commençons par l'insécurité d'ailleurs. Le journal La Nouvelle Expression nous parle d'une kamikaze qui s'est d'ailleurs fait exploser seule. La Nouvelle Expression de mardi 13 octobre qui fait d'ailleurs la révélation nous apprend que par la suite que l'adolescente a été donc traquée par le dispositif de sécurité et faute d'atteindre donc sa cible, la jeune fille n'a eu d'autre choix que d'actionner sa bombe pour voler donc en éclats. Le quotidien du Carrefour Bonacoma à Douala qui prit la précision fait savoir que le drame s'est produit donc dans la matinée de lundi 12 octobre dernier aux environs de 9 h dans la localité de Seraji, Kerawa. Cette attaque donc vient alourdir le bilan des attaques déjà perpétré par Boko Haram dans la partie septentrionale. L'aide du Sahel est donc revenu sur les dates, les chiffres et même le nombre de victimes déjà enregistrées entre avril et septembre 2015. Donc le bilan révèle près donc d'une centaine d'attaques, toutes formes confondues, et également des centaines de morts des deux bords, sans compter notamment les blessés graves. Ouest Littoral est également à parler aussi. Cette semaine, le billet hebdomadaire demande alors combien de morts faut-il pour que Paul Biya sorte de son mutisme. C'est la question. Le journal quasi satirique pense que les Camerounais sont d'ailleurs maudits. Selon le journal, Paul Biya ne semble pas s'intéresser aux autres, donc aux actes de Boko Haram, et pire encore, aux populations qui disparaissent chaque jour suite donc aux attaques suicides. Donc, avec notamment Mutation, le chef de l'État camerounais vient de faire fort en laissant notamment les Américains nous apporter leur aide dans la lutte contre Boko Haram. Mais seulement des hommes politiques de l'opposition veulent savoir ce que cache d'ailleurs cet accord. Surtout que les militaires américains seront armés durant leur service de renseignement et qu'ils sont appelés à mener sur le terrain. Le chercheur en question de sécurité et défense Raoul Soumo fait savoir que c'est une vieille promesse faite d'ailleurs au Cameroun par les Américains en tout début des exactions de Boko Haram et qui se confirme d'ailleurs simplement. Barack Obama, qui a fait l'annonce devant le Congrès américain, dit que 300 soldats américains vont rejoindre le Cameroun.
Pour le messager, le géostratège Raoul Soumo précise que faire venir les Américains au Cameroun n'est pas la bonne solution. Pour ce qui est donc des attentats suicides, il faut plutôt un contre-espionnage pour faire l'affaire. Autre sujet, autre actualité également cette semaine, autant que la presse n'est pas restée indifférente donc à tout ce qui se passe au lendemain du 2 octobre dernier qui marque notamment le réaménagement survenu au sein du gouvernement. Repère nous apprend que Biitibi Essam, Mokoko Mbonjo, Robin Kili, Ambassala, limogé donc par le chef de l'État, écument désormais le terrain politique pour Repère. Ces derniers et bien d'autres chassés donc du gouvernement se sont lancés dans le renouvellement des organes de base du parti. Donc la nouvelle presse qui ne rate pas des pareilles occasions présente d'ailleurs les anciens ministres désormais interdits de sortir du pays. Le journal se demande par la suite si le chemin de croix va commencer pour certains. L'anecdote semble répondre à la question, à cette préoccupation notamment lorsque le journal parle d'ailleurs de l'opération Épervier et souligne que parmi les sorties du gouvernement, beaucoup sont déjà prêts pour rallier la prison de Konengi. Entre-temps, la météo révèle que Essimi Meigné, sorti donc du gouvernement, fait déjà un AVC, interné à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. L'ancien Minader sollicite une évacuation sanitaire. La presse donc précise qu'il n'est pas seul à être donc dans cet état, dans cette situation notamment. Depuis le réaménagement, donc le jour fait constater que le gouvernement actuel a des ministres cumulards. Le jour cite entre autres Joseph Betty Assomo, au-delà donc d'être ministre de la Défense, continue de gérer les affaires dans la région du littoral comme gouverneur. Même chose pour la douane qui a vu son directeur général passer ministre des Postes et Télécommunications. Le quotidien se demande donc comment est-ce que ces personnes travaillent en ce moment avec la pression qui leur a été donc donnée par le chef de l'État. Même si lors du Conseil des ministres, le sujet ne semble pas avoir été évoqué, la nouvelle expression dit que Paul Biya, durant cette rencontre avec les membres du gouvernement, n'a inquiété personne, encore moins les nouveaux ministres. Le quotidien précise que Paul Biya a utilisé un ton très doux pour faire des recommandations à l'équipe Yan 3, non sans rappeler et qu'il y a donc vraiment à faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Le quotidien gouvernemental souligne que Biya met la pression à l'équipe Yan 3. Il instruit l'accélération et également la mise en œuvre de 2 dossiers sensibles, le plan d'urgence triennal pour la croissance et beaucoup plus les préparatifs donc des coupes africaines des nations féminines et également du coupe africaine masculine aussi, que doit abriter notamment le Cameroun. À lire également dans la presse, on parle de mutation qui rappelle que c'est du réchauffé que Paul Biya a servi à l'équipe Yan 3. Paul Biya, 3 semaines après le réaménagement, se rappelle qu'il doit donc prescrire une meilleure coordination entre les départements ministériels. En effet, selon Europe Plus, le gouvernement du 2 octobre 2015 n'aura pas droit à l'erreur, nous apprend le journal, et surtout que Paul Biya a demandé à chacun, comme jamais auparavant, de libérer le génie créateur de soi. Donc voilà un peu ce que la presse nous propose concernant les sujets qui sont à droit de réponse ce jour. Merci à vous, Flavien Vallon-Dongo. On aura donc eu l'essentiel et nous allons d'ailleurs nous étendre sur ces sujets d'actualité dans un instant. Et nous disons à présent bonjour à nos invités, ceux qui ont accepté d'être avec nous sur ce plateau ce dimanche midi. Charles Ngafogan, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes également membre du syndicat national des journalistes du Cameroun qui, on le dit, se prépare pour son congrès. C'est bien cela. Oui, le congrès aura lieu à Douala le 30 octobre et je profite de cette opportunité pour me donner, pour appeler tous les journalistes à se mobiliser en fait qu'on fasse de cet événement une véritable fête. Alors, dans l'actualité cette semaine, les Lions du basketball qui ont fait plier les autorités du gouvernement, le chef de l'État qui a fini par leur accorder la prime de 15 millions de francs CFA. Elles ont par la suite remercié le chef de l'État. C'est un happy end, vous direz? J'ai envie de dire que ces Lions viennent nous démontrer qu'au Cameroun, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut attendre l'arbitrage du chef de l'État. J'ai aussi envie de croire qu'il serait lui-même derrière une telle orchestration, car comment comprendre que chaque fois qu'il y a un problème, aussi petit soit-il, comme c'est toujours l'arbitrage du chef d'État, il aurait également pu le faire le plus tôt et non pas laisser pourrir l'affaire comme cela a été le cas pendant plus d'une semaine avant de réagir. Donc on peut bien se poser la question sur l'opportunité de cette ère de chef de l'État et j'ai envie de dire qu'une fois de plus,
on a pu démontrer qu'au Cameroun, on ne gouverne pas véritablement. Très bien. Merci à vous d'être là avec nous. Nous disons également bonjour à Oumar Doumbé. Bonjour. Bonjour Sandrine, et puis bonjour bien sûr à tous les auditeurs et toutes les téléspectatrices de cette émission qui sont toujours au rendez-vous le dimanche. Merci également à vous d'être là. Vous venez de la cité Baniya-Kribi, mais vous connaissez très bien la ville de Douala, et la presse a rendu un hommage tout de même particulier à l'un des chanteurs bien connus ici, ailleurs d'ailleurs, Ndjomboulé, qui était jusque-là président du conseil d'administration de la SOCACIM. C'est un hommage mérité que la presse lui a rendu, vous le direz ainsi? Oui, je peux dire que c'est un hommage mérité. Ndjomboulé est une personnalité dans la scène musicale du Cameroun, pas simplement celle de Douala, mais celle du Cameroun également. J'ai eu personnellement l'occasion de le rencontrer quelques fois ici à Douala. C'était véritablement un monsieur qui malheureusement n'avait pas les moyens de faire vraiment ce qu'il avait envie de faire. Mais cet hommage est amplement mérité et j'espère que lors de ses obsèques, on fera encore beaucoup plus grand pour garder vivante sa mémoire. L'équipe de droit de réponse lui rend d'ailleurs un hommage. C'était l'une des personnalités que nous avons eu à recevoir ici ces derniers mois et qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pense de l'actualité, notamment lorsqu'elle portait autour du droit d'auteur dont il était spécialiste. Et nous disons bonjour à Edouard Fauchivé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Militant du RDPC à Vori 2, l'opération de renouvellement des organes de base se poursuit. On a déjà vu quelques ministres, anciens ministres d'ailleurs, se retrouver sur le terrain, mais on est plutôt intrigué par cette sortie du secrétaire général du comité central, Jean Queté, qui s'étonne de ce qu'une fois sur le terrain, certains chargés de mission préfèrent déposer les casquettes pour être candidats. Comment vous vivez tout cela au sein du RDPC? Peut-être dit que c'est la vitalité qu'on vit au niveau de la base. Vous dites que on ne parle plus de ministres, on parle des camarades. Ils préfèrent peut-être une responsabilité au niveau de la structure politique. C'est pour ça que, vous savez, la constitution de liste des camarades qui descendent sur le terrain pour encadrer ce renouvellement, on ne vous demande pas. Donc on fait une liste au niveau du comité central et puis il revient à vous. Je prends mon cas pour dire que si je vais compétir au niveau de la base, je démissionne dans l'équipe d'encadrement. C'est tout. C'est un choix. Voilà. Et donc, ça nous étonne quand même de voir le secrétaire général tirer quand même la sonnette d'alarme. C'est-à-dire peut-être que les frustrations ne sont pas encore terminées après les législatives 2013, 2018 s'annonce. Non, vous savez, je parlais de vitalité. Chaque fois qu'il y a ce genre de phénomène, à savoir le renouvellement ou bien des élections au niveau de la base politique d'un parti, on ressent ce genre de vie au niveau de la base. Y a-t-il des camarades placés haut qui ont compris aujourd'hui la nécessité d'une base politique? Là, je les félicite. Vous savez, il y a ceux qui sont des militants par le haut. Nous avons déjà discuté et il est tout à fait souhaitable d'être militant au niveau d'une base et de monter. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu de ce renouvellement se situe au niveau de ce que nous appelons aujourd'hui les phases que nous devons jouer jusqu'en 2018. Donc, il est aujourd'hui important que la base politique s'exprime pour mettre aujourd'hui, pour se faire encadrer par des militants réels, des militants convaincus qui peuvent nous amener à mener cette continuité politique au niveau de 2018. Très bien. Merci à vous d'être là, Edouard Fauchivé. Nous disons enfin un bonjour à Narcisse Gansop, a dit que votre parti, l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, a pratiquement détrôné le RDPC dans la commune de Bafan, par exemple. Et 2018 approche, vous voyez bien que le RDPC en face essaye de retrousser les manches. Bonjour à vous. Bonjour Madame Yamga et bonjour aux panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Avant de répondre à votre question, je vais me permettre, avec votre autorisation, bien sûr, de revenir sur le fait marquant de ce week-end, parce que vous le savez, je reviens de Bafan, où j'étais censé retourner hier, mais je suis arrivé ce matin. Il s'avère que dans le département du Onkam,
il y a un préfet dans ce département qui s'appelle Éloi Gabriel, qui est actuellement en train de créer une sorte de cacophonie dans le département. Je suppose qu'on ne va pas s'étendre là-dessus. Non. C'est pour en revenir, parce que vous avez parlé de l'Union des mouvements socialistes, naturellement, qui actuellement dirige la commune de Bafang, mais il savait qu'au niveau de la commune, tous les actes posés par l'exécutif communal sont carrément bloqués par monsieur le préfet, qui, jusqu'à hier, je dis bien, nous avons évité un soulèvement de justesse dans la ville de Bafang. Si nul n'était l'intervention du maire de la commune de Bafang, l'honorable Kwemo Pierre, et ma descente sur le terrain pour calmer les jeunes et la population de Bafang, je vous dirais qu'actuellement, on aurait pu compter des morts dans la commune de Bafang, suite naturellement à une autorisation du préfet qui fait descendre des éléments sur le terrain pour protéger la construction d'un immeuble par M. Moncamp Pascal. Sur quoi ce terrain, ce monsieur n'a pas un permis de bâtir. Très bien. De toutes les façons, on peut comprendre que ce sont ces batailles entre partis politiques, on a envie de dire comme ça, qui se retrouvent certainement sur le terrain de l'administration. On ne va pas s'étendre là-dessus. Je propose plutôt d'évoquer l'un des pans de l'actualité de cette semaine. C'était bien sûr le conseil ministériel. Changa Fogan, comment de votre point de vue la presse s'est appropriée tous les événements d'après réaménagement ministériel? Moi, je vais profiter de l'opportunité qui m'est donnée ici pour rendre un hommage bien mérité à cette presse-là. On se rend bien compte que malgré les difficultés qu'elle connaît, elle fait des efforts pour informer les Camerounais et faire des analyses qui permettent à nos concitoyens de bien comprendre la vie politique. J'ai envie de dire que cette presse-là a véritablement fait son travail, car on ne s'est pas limité à rendre compte, mais on voit très bien qu'on est rentré dans des analyses pour passer en revue les compétences de ceux qui ont été nommés, passer en revue les tâches qui pourraient leur être confiées sans savoir exactement ce qui leur a été confié au départ. Vous savez que quand quelqu'un est nommé, nous on ne voit pas, il n'y a pas un cahier de charge qui suit, sur lequel on aurait pu juger l'action de ces ministres. On a appris, il y a eu un conseil ministériel, mais on sait tout simplement qu'il y a des discours, qu'il y a un peu des redites qui sont revenus, mais on ne sait pas exactement quelles sont les tâches qui ont été assignées à tel ou tel ministre. On sait simplement qu'on est associé à tel, mais on ne sait pas qui fait quoi. Et sur cette base-là, il est toujours difficile de pouvoir apprécier l'action de ceux qui sont là. Mais la presse, malgré toutes ces difficultés, la presse fait son travail, la presse essaye de creuser, d'aller en profondeur. Et j'ai envie de saluer cette action de la presse. Mais chacun se trouve dans un département ministériel précis qui donne certainement à voir le travail qui est le sien. Mais si ça avait été le cas, le chef de l'État ne reviendrait plus à chaque fois pour marteler et rappeler les uns à l'autre. Cela veut dire qu'il y a sûrement un travail à faire, mais qui n'est pas fait. On sait qu'il y a environ 3 ans, les feuilles de route des différents ministères avaient été publiées. Mais quelques temps avant, on avait appris que c'est chaque ministre qui allait proposer sa feuille de route, quelque chose d'assez surprenant. On n'a jamais vu cela nulle part au monde entier. Mais dans ce pays, si on attendait que les ministres eux-mêmes viennent dire ce qu'ils entendent faire et de le proposer au chef du gouvernement. Donc, jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire que si vous me demandez, même des mémoires des journalistes, si vous me demandez qu'est-ce que tel ministre, quelles sont les tâches qui ont été assignées, par exemple, au ministre des Sports, moi, je ne pourrais rien vous dire. Très bien. Alors, on reviendra là-dessus, certainement, dans la suite de cette édition. Avec vous, Romain Doubet, est-ce que vous direz que la presse qui attendait, ou bien qui annonçait, ou s'attendait à un conseil, doit-elle être satisfaite de la tenue de ce conseil-là? Je ne sais pas si la presse doit être satisfaite de la tenue de ce conseil ministériel. Ce que je voudrais par contre relever, c'est que depuis le septennat du président de la République, c'est le 4e conseil ministériel qui se tient et qui n'a pas de régularité. On ne sait pas à quel rythme se tient le conseil ministériel. En 2013, par exemple, toute l'année, il n'y a pas eu de conseil ministériel. Il y en a eu en 2011, en 2012, en 2014 et en 2015. Alors, est-ce que c'est sur le coup d'un remaniement qu'on tient un conseil ministériel? Ça veut dire que s'il n'y avait pas de remaniement ministériel, il n'y aurait pas eu de conseil. Donc la presse ne peut que relayer et relater ce qui s'est passé.
Mais nous sommes dans un pays qui marche sur la tête. Et mon confrère, le journaliste, vient de le dire. On ne peut pas être dans un pays dans lequel on ne sait pas comment on fonctionne. Les rythmes du conseil ministériel sont inconnus. Un matin, vous entendez qu'il y a conseil ministériel et puis les gens viennent, ils discutent. Sur quelle feuille de route, sur quoi, on ne sait absolument pas. Mais c'est a posteriori qu'on peut faire des analyses parce qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre, à quelle sauce les gens seront mangés et qu'est-ce qu'on leur propose. Et je pense que au début d'une législature, il y a un programme qui est énoncé et sur la base du programme énoncé, effectivement, les ministres se mettent à l'œuvre pour travailler. Et je regrette que, effectivement, là, la situation soit présente, mais je pense que à l'intérieur de ce débat, on pourra revenir là-dessus pour voir effectivement les attributions et le fonctionnement de certains des ministères qui sont là, qui ont des attributions, mais qui manifestement ne font rien et qui sont restés dans le gouvernement ayant 3. Donc c'est assez étonnant. Alors, Edouard Fauchivier, est-ce que c'est le nombre de conseils ministériels qui intéresse ou alors c'est le contenu de ces conseils ministériels qui intéresserait l'opinion? C'est le contenu. Et je voudrais, après mes prédécesseurs, dire qu'il faut faire attention, on ne peut pas porter à la connaissance de tous les Camerounais, surtout vous les journalistes, la feuille de route, le travail d'un ministre. Je vous demanderai, est-ce que vous connaissez le travail d'un directeur général? C'est le conseil d'administration qui met à la disposition donc, les objectifs à atteindre. Comme disait Sandrine tout à l'heure, un ministre déjà dans son département n'est que la fonction de coordination. Les techniciens sont les secrétaires généraux et les directeurs. Ça veut dire que vous, demain, vous pouvez être ministre. Le ministre, ce n'est pas... Vous voyez, on prend par exemple un ingénieur et il est mis au ministère de la Santé, mais derrière lui, il y a un secrétaire général. Donc c'est pour dire que derrière ce concept de nomination, il y a quand même... je peux prendre le risque pour dire que ça dépend de celui qui veut donner l'impulsion. Par contre, il faudrait revenir sur le régime politique que nous avons au Cameroun pour comprendre que les conseils de cabinet sont la plateforme tournante de notre politique dans le cadre de notre régime semi-présidentiel. Donc, il faut faire donc attention et voir d'abord, se poser la question de savoir, comme il a dit, cette régularité qui, en principe, je ne refuse pas, devait se tenir, se tient beaucoup plus au niveau d'un cabinet restreint. Ce sont les conseils de cabinet présidés par le ministre, le Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre qui donne le ton ici. Et donc cette coordination est renvoyée au niveau d'une structure supérieure. Donc je dis c'est le contenu qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est le travail qu'on donne à un chef d'équipe qui est donc le chef de gouvernement. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Narcisse Ransop, êtes-vous plutôt satisfait? Qu'avez-vous retenu de ce conseil ministériel? Un conseil ministériel, de plus ou de moins, ma foi, je ne vois pas ce que ça change. Voyez-vous, j'ai eu pour habitude de dire à ceux que je rencontre, prenez de l'eau minérale, mettez-y dans un vase souillé et l'eau qui en ressort est impropre à la consommation. Monsieur Biya a organisé ce conseil de ministres. Le président Biya. Le président Biya. Parce que le maire, voilà. Avant. Le président Biya, Excusez-moi, vous avez monsieur, parlé du maire. Excusez-moi, monsieur, avant d'être président de la République, c'est monsieur Biya. Donc c'est le président de la République. Donc, veuillez me laisser continuer. Allez-y, Narcisse. Donc, il organise un conseil des ministres. Les Camerounais sont fatigués de ces conseils de ministres où on ne laisse même pas le temps à un ministre de poser des problèmes de son département ministériel. Là, c'est déjà un problème. Les consignes qui sont données aux ministres, ce sont des consignes que nous avons pour habitude d'écouter. Donc, par ailleurs, un conseil des ministres de plus ou de moins, nous ne voyons pas ce que ça change dans l'aspect politique et surtout dans le développement de ce que les populations camerounaises attendent du gouvernement. Donc, pour moi,
c'est un gouvernement comme tout le reste. Et ce conseil de ministres, c'est un conseil de ministres de plus. Alors, Charles Forgan, justement, sur la question, on parle des prescriptions présidentielles qui ont été données. Et lorsque Paul Biya évoque la créativité, l'inventivité, il dit également à son gouvernement qu'il n'est pas là pour expédier les affaires courantes, mais il faut travailler, il faut être efficace, il faut être également engagé. Alors, comment vous analysez tout ceci? J'ai envie de dire qu'il enferme encore une fois de plus les Camerounais dans les concepts. Créativité, inventivité. Nous savons que dans la plupart des cas, beaucoup de ministres seront les mains liées. Que même pour prendre la plus petite décision, il faut se référer à la hiérarchie et même pas au Premier ministre, assez souvent jusqu'à la présidence de la République. Donc, quand le chef n'a pas de créativité dans ce pays, quelle action a été posée qu'aujourd'hui on peut mettre? Presque tout de même le respect de l'autorité, il faut le dévouement dans ce gouvernement. Nous ne refusons pas, mais quand on parle de créativité, d'inventivité, est-ce qu'aujourd'hui il y a un seul acte posé, une action posée par un ministre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y a une action forte qui peut être mise au crédit d'un ministre jusqu'à présent? Absolument rien. Ailleurs, dans d'autres pays, il y a des actions pour lesquelles on peut identifier un ministre. Mais au Cameroun, il n'y en a pas. Dans tous les domaines, voyez-vous, même au niveau du sport, les plus petites décisions, il faut se référer à la hiérarchie. Dans l'enseignement supérieur, il faut que c'est le président de la République qui vienne trancher. Donc, quand on parle d'inventivité, de créativité, j'ai envie de dire que tout est dans les concepts. Et quand il parle de créativité, ça veut dire quoi? Comment un ministre est-il devenu un artiste? Qu'est-ce qu'on nous parle de créativité et d'inventivité? Qu'a-t-il encore inventé ou à créer? Il revenait au président de dire, voici ce que je vous demande de faire, de donner une feuille de route suffisamment claire et de juger ces ministres-là sur la base des cahiers de charges qui leur a été confiés au départ. Mais quand on vous dit qu'il faut être créatif, il faut être inventif, moi j'ai envie de dire que c'est une fois de plus une façon de tourner tout le peuple camerounais en dérision. Mais en même temps, il s'agit peut-être, Omar, de dire à ces ministres qu'effectivement, il faut se mettre au travail et ne forcément pas attendre l'aval ou peut-être une certaine signature du président de la République pour prendre certaines actions fortes. Est-ce que cela est impossible? Écoutez, c'est lui qui les a mis en place, ces ministres-là. Je pense que c'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les juge. Il y en a qui sont là depuis de nombreuses années qui ne font absolument rien. Je prends un exemple, par exemple, celui de créer un ministère du tourisme et des loisirs, avec un ministère d'État. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien. Le ministre d'État dort. Alors que le secteur du tourisme est un secteur qui est un secteur porteur dans lequel il peut y avoir des avancées au niveau économique, au niveau touristique, à tous les points de vue. On prend le cas de la culture, c'est la même chose. Regardez où sont installés les centres culturels camerounais. Ils sont tous excentrés à Douala. Je mets au défi certaines populations de savoir où est le centre culturel camerounais. Par contre, ici au Cameroun, ici à Douala et à Yaoundé, vous allez savoir où se trouve le centre culturel français et le centre culturel allemand. Mais quand on nomme un ministre qui mais est-ce que cela est de la faute du président de la République? Mais bien si sûr. Les ministres qui sont en fonction ne peuvent pas vulgariser, mais bien leurs sûr, actions mais, ne peuvent pas vulgariser ce qui mais bien est sûr, leur propriété. mais bien sûr, alors à ce moment-là, il faut les enlever du ministère, des ministres, il faut leur enlever des portefeuilles ministériels. On ne peut pas dire qu'un ministre est simplement assis dans une fonction et qu'il ne prend aucune action. Il faut que ce ministre-là soit quelqu'un qui soit suffisamment inventif. Moi, je crois il faut être un peu créatif. Il faut prendre des initiatives. C'est ce qu'il dit. Oui, mais il ne fait rien, justement. Quand ces ministres-là ne font rien, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Boba Bello Magari est toujours au gouvernement aujourd'hui, alors qu'en matière de tourisme, rien ne s'est fait? Ce n'est pas parce qu'il y a eu des petits escarmouches entre le Premier ministre et le ministre de la Culture qu'elle est sortie du gouvernement qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de changé. Il n'y a rien de changé. Les choses sont statiques depuis des années, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous le dire. Parmi les ministres, il y a deux catégories de ministres du RDPC. Il y a les ministres qui sont des ministres du cercle proche du président de la République, qui sont là, qui font des bêtises monstrueuses. Vous connaissez le cas de l'IRIC, où les ministres sont là et ils n'ont jamais été sanctionnés. Et par contre, vous allez avoir d'autres ministres sur des petites broutilles qui sont sanctionnés parce qu'ils ne sont pas là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête ces histoires de régionalisme. Donc, vous estimez qu'il y a de petites fautes et de grandes fautes? Une faute est une faute, mais on ne peut pas laisser une bourde comme celle de l'IRIC, avec un ministre qui a fait une bourde comme celle de l'IRIC et qui a eu des répercussions au niveau international avec tout ce que ça
ça concerne comme engagement des Camerounais et de la diplomatie camerounaise. Et on ne sanctionne pas. Et moi, je pense que quand le président de la République parle de créativité et de réactivité, je pense que lui-même devrait être créatif et lui-même devrait être imaginatif. Parce que là, il y a un problème. Edouard Fauchivé. Mais c'est de cette créativité que le président parle, à savoir que chaque ministre à son niveau puisse aller au-delà de cette fonction. Et je crois que le cadre de l'II que vous venez de citer, il faut faire très attention à ce que développent les journaux. Et puis, si ce dossier était un dossier vraiment à sanctionner, on devait le sanctionner. Ça, je vous le dis. Parce que de l'autre côté, si, parce que... non, soyons sérieux parce que nous parlons et puis on nous suit. Je n'ai pas peur de dire que dans le cadre aujourd'hui des concours, disons, de tout ce qu'il y a comme concours de l'État, il y a quand même ce côté, vous avez parlé de ne plus tenir compte des données régionales, mais nous ne pouvons pas casser ce qui avait été imposé. Il faut peut-être apporter aujourd'hui des actions correctives, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire d'un coup, comme ça, que le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une faute. Peut-être y avait-il dans le cadre de ce concours quelque chose à faire, mais si la faute était à sanctionner, je suis sûr qu'on devait sanctionner. Par contre, le travail ministériel nécessite que les ministres, à leur niveau, l'imagination aujourd'hui, c'est que nous passons à une étape où nous avons mis sur pied les plans d'urgence qui nécessitent aujourd'hui plus que jamais un apport dans chaque ministère, surtout d'arriver à des résultats et des résultats de court terme. Je crois que vous avez suivi au niveau du ministère de l'Habitat combien on a mis par exemple à Douala afin de rectifier et de faire en sorte que Douala soit éclairé. C'est ce plan d'urgence. Mais maintenant c'est lancé. Si ça ne marche pas, ce n'est pas le président de la République. C'est même la responsabilité maintenant au niveau de la communauté urbaine. Nous sommes en train de privilégier aujourd'hui la notion de la décentralisation. Il faut qu'on y reste. Nous ne pouvons pas en même temps dire il faut encourager la décentralisation et ramener encore le principe de la gestion de l'État au niveau central. Alors, pour rester sur le plan d'urgence, Edouard Fauchivé, je vous rappelle quand même que le président de la République a évoqué en 2014, lors d'un conseil ministériel, il faisait savoir qu'il faut injecter 225 milliards de francs CFA. Entre 2015, disons-le comme ça, début 2015, et jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on y voit quelque chose par rapport au plan d'urgence? Tout à fait. Y a-t-il des réalisations? Tout à fait. Et donc, c'est là, je reviens donc vers Charles pour dire, et je suis d'accord avec lui, la communication gouvernementale devait être aujourd'hui précise, parce que personne n'a communiqué au niveau du plan d'urgence. Et le ministre de la Communication ne touche pas à ce domaine qui est sensible. Plus de 300 milliards sont injectés. Mais personne ne parle. Au niveau énergétique, au niveau des transports, dont je vous l'ai dit. Ici exprimé il y a quelques heures seulement, on ne va pas dire qu'il attendait peut-être le réaménagement ministériel ou bien la tenue du conseil ministériel. Et c'est pour ça que vous avez peut-être oublié une des actions prescrites par le chef de l'État, c'était cette coordination gouvernementale. Le ministre de la Communication ne doit pas seulement être là pour que lorsqu'il y a ceci sort. Il y a des actions aujourd'hui, surtout pour les journalistes que vous êtes, qui devaient être portées à votre attention. Et cette communication ne doit pas seulement venir du côté central. Les communautés, aujourd'hui, avec le principe, les mairies et les communautés urbaines doivent communiquer. Vous ne pouvez pas rester, on vous envoie par exemple 70 milliards de francs, et puis, comme ça, un jour, la nouvelle expression a parlé de 70 milliards l'autre jour de francs injectés au niveau de la communauté urbaine pour l'éclairage et le soutien aujourd'hui du développement de la ville de Douala. Donc ça devait venir d'abord au niveau de la communication gouvernementale pour montrer cette donnée de répartition nationale. Donc on connaît seulement Douala. Konsamba, c'est combien on ne connaît pas. C'est pour ça que je voudrais chuter
au niveau de la responsabilité de la fonction ministérielle pour dire que ce soit la partie centrale que dirige le président de la République ou à son niveau moins un les ministres, ou bien renvoyer au niveau de la décentralisation, chacun à son niveau se doit de communiquer. Voilà ce qu'on peut dire. Nassim Gansob, alors sur tout cela, l'analyse que vous faites plus globalement des prescriptions du président de la République à ses ministres, c'est laquelle, cette analyse-là? En toute, voyez-vous, Madame Yamga, les prescriptions, en toute sincérité, je trouve que ce conseil ministériel est vide dans le sens que les prescriptions du chef de l'État à ses ministres sont celles que nous avons connues de par le passé. Je ne voudrais pas m'aventurer tellement dans un commentaire et des supputations, tout simplement parce que dans des chaînes de télévision et au Cameroun on dit que ça parle beaucoup. Donc nous avions décidé pour le moment de voir si naturellement ce gouvernement, ils peuvent nous apporter le contraire de ce que nous pensons. Donc, entre dans des supputations, à savoir le chef de l'État, il a dit ci, il a dit ça. Bon, les ministres, ces ministres qui sont... Bon, déjà qu'il n'y a pas eu un remaniement, c'est un réaménagement du gouvernement. Ce sont les mêmes hommes qui sont là, qui tournent. Donc, pour nous, ce conseil des ministres est sans commentaire. Très bien. Alors, avec vous, Charles Ngafogan, la presse, c'est quand même retourner, bien c'est remémorer les déclarations du chef de l'État le 31 décembre 2013, où il critiquait pratiquement l'inertie, lorsque le président de la République évoque encore le train de dépenses publiques, lorsqu'il parle encore de la coordination gouvernementale. Qu'est-ce à dire? Jusqu'ici, les ministres qui sont en fonction n'ont-ils pas bien compris ce que le président de la République leur recommande? Les Camerounais aujourd'hui n'attendent plus les promesses. On n'attend plus également qu'on puisse nous enfermer dans les concepts. Vous avez vu, je crois qu'il y a des journaux qui ont même dit que c'était un disque rayé, que c'était des rédits. On a eu l'impression d'avoir déjà entendu au point, je crois qu'il y a un journal qui a même parlé du réchauffé. C'est tout simplement du réchauffé. J'ai même envie de croire que le chef d'État lui-même se trompe, c'est-à-dire qu'il ne se souvient même pas avoir déjà prononcé ces mots. C'est-à-dire ceux qui lui rédigent des discours, il suffit, j'ai envie de croire qu'il découvre simplement ces discours-là au moment de les prononcer face à ses ministres. C'est-à-dire qu'il ne se souvient même pas les avoir déjà prononcés. Car il n'y a absolument rien dit, c'est des concepts. Tout ce qu'il a dit il y a un peu plus de 2 ans, il redit la même chose, oubliant qu'il les avait déjà dit il y a environ 2 ans. Il y a un problème. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse évaluer. Cela peut être une méthode de Charles Ngafogan, peut-être pour que les ministres qui n'avaient certes pas... Mais ce ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des enfants. Vous dites les ministres n'avaient pas suffisamment compris. Quand on vous confie un travail, on évalue le travail qui vous a été confié et on prend la décision qui s'impose. C'est-à-dire on sanctionne. Moi, j'aurais voulu qu'on prenne un cas simple. Prenons le cas de la justice. On a parlé de surpopulation carcérale. On a dit qu'il y a on met beaucoup de temps dans le traitement des dossiers. Il y a un ministre qui est là depuis quelques années. Sur le plan de la surpopulation carcérale, qu'est-ce qui a été fait pour limiter cela? Rien. Sur le plan du traitement des dossiers avec diligence, cela a-t-il avancé? Rien. On peut prendre d'autres cas, la création d'emplois. Vous êtes ministre chargé de l'emploi. On peut également... Avez-vous fait un travail statistique au niveau, non, au niveau des coûts? Je dis ceci, et c'est ce qu'on attend du chef de l'État. Moi, je suis dans l'ancien EES, quand le chef d'État prenait, dit, j'avais promis que je ferais telle chose, nous avons fait, nous sommes à tel niveau. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut qu'on nous dise que voici ce qui a été prévu, voici ce qui a été fait, et voici ce que nous entendons également faire. Mais pas nous enfermer dans les concepts et marteler, rappeler aux ministres leurs responsabilités comme si c'était des enfants. Parfois même, c'est des gens qui sont des professeurs agrégés, c'est des personnes qui ont dépassé le plafond. Que doivent-ils faire, Charles Fogan? Je dis qu'il doit... Le chef de l'État, bon, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il est totalement dans l'usure. Je lui aurais conseillé de quitter la fonction. Il faudrait... Non, je dis pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il lui manque désormais de l'imagination et qu'il n'a plus véritablement l'énergie pour impulser quelque chose de nouveau. Donc, mais à côté de cela, j'aurais également souhaité qu'il confie véritablement les rênes, la gestion du gouvernement à un Premier ministre avec suffisamment de pouvoir, car j'ai envie de croire que si ce Premier ministre qui est là, avec les coudées franches, il pourrait
commencer au moins à contrôler l'action gouvernementale. Mais on se rend bien compte que le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Il y a des ministres qui ont même plus de pouvoir que le Premier ministre, et ça on le sait. La preuve, il y a un ministre qu'on présente comme le vice-président, le ministre Moutazé, il est présent depuis très longtemps comme le vice-président. C'est vous les journalistes. C'est qu'il faut dire. C'est vous les journalistes. Non, ce sont des faits. Ce sont les journalistes qui gèrent. Il sort du ministère du plan et pour aller au Madame secrétariat Yanga, général si vous me permettez, de la primature, si vous me avec permettez, des attributions qu'il avait lorsqu'il était au plan. si vous- Mais ce n'est pas On normal. donne juste 30 secondes en artiste, allez-y. Si vous me permettez, j'aimerais dire, M. Biya doit prêcher par l'exemple. Mais qu'attendez-vous? Lorsque un monsieur, comme le président Biya, fait 21 jours en Europe, on nous dit court séjour privé. Il y a de cela quelque temps, acquisition de 2 véhicules d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Et il demande à ses ministres, eux, de réduire leur train de vie. Mais attendez, ces élèves Qui vous sont a donné un le exemple montant? du maître. Qui vous a donné le Entendez, montant? monsieur, nous sommes tous Camerounais. Allez, Et puis, vous savez, Alors, on permet quand on dit- Edouard Chivé Vous de savez, dire. on nous suit et nous ne pouvons pas. Charles, vous êtes un journaliste. Il faut faire très attention de faire certaines affirmations. Je m'attendais, après votre développement, que vous dites simplement que au niveau de la cour d'appel de Douala, voilà le travail que vous avez fait. Et puis c'est pour ça, de tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est un problème de communication, autant à votre niveau, autant au niveau de l'action gouvernementale. Parce que le travail qui est vôtre, nous sommes en train de parler aujourd'hui, le droit de réponse, c'est d'apporter notre contribution aux actions que vous, les journalistes, vous n'avez pas pu développer. Vous le dites au niveau de plateau, autour du plateau, que entre ce que la feuille de route du ministère de la Justice, il fallait qu'on puisse voir si les dossiers sont accélérés, surpopulation carcérale et accélération au niveau du traitement de dossiers. Pourtant, vous avez 3 cours ici. Vous avez Bonanjo. Si vous allez à Bonanjo, même à Bonabéry, ou bien ici, là, vous nous sortirez, vous nous direz aujourd'hui que, laissez-moi finir, Charles, vous nous direz que voilà ce que vous avez fait. Donc, et c'est là où nous, maintenant, nous qui consommons vos écrits, nous disons, vous n'allez pas en profondeur. Si vous voulez apporter votre contribution, puisque vous êtes un pouvoir, vous ne devez pas rester aussi superficiel que vous êtes, comme vous l'êtes aujourd'hui. Excusez-moi, ne faites pas de gros discours aux Camerounais. Dites-nous, c'est quoi la solution pour la suppression? Non, ce ne sont pas des accusations. Nous ne voulons pas de gros discours, monsieur. J'ai juste pris un cas. Vous allez voir qu'à Nouvelle, la population ne diminue Je pas. ne refuse pas. C'est donc quoi la solution? La solution, c'est des discours? Permettez tout au moins, Edouard. Je ne refuse pas, je suis d'accord avec Charles, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, maintenant les journalistes, puisque nous parlons de droit de réponse par rapport à notre rapport pour ce que les journalistes devaient faire, est-ce que vous deviez écrire simplement que le ministère de la Justice, il y a surpopulation aujourd'hui, il y a ceci, les traitements de dossiers sont là. Vous prenez donc les données, vous dites, travail fait au niveau de la cour d'appel, voilà. Et puis, même moi, on n'a pas besoin d'être acteur de partis politiques, ça peut changer. Parce que, et tout à l'heure, vous avez suivi, après son intervention, j'ai dit, que ça soit au niveau de l'État central, que ça soit au niveau de l'État décentralisé, nous avons un problème de déficit de communication. Et vous qui êtes les acteurs de la communication, allez en profondeur de votre traitement. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la feuille de route du ministère de la Justice, c'est qu'il y a surpopulation carcérale, les dossiers ne sont pas traités. Vous aurez dit, j'étais à la cour, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, et vous pouvez le faire. Avant de revenir au Omar, juste une réaction de Charles Forgan. La presse, est-ce qu'elle reste suffisamment superficielle? Est-ce qu'elle aide également le pouvoir exécutif en place de pouvoir se regarder dans un miroir à travers ses écrits, à travers son travail, pour se dire, voici ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que la presse devrait-elle faire? La presse ne fait que cela. C'est une description. J'ai envie de dire que c'est la presse qui a rappelé au président de la République qu'il fallait même tenir un conseil ministériel. D'accord. Puisqu'on est revenu dessus pour lui dire qu'on n'en a plus tenu depuis très longtemps et qu'on a essayé de comparer avec ce qui s'est fait dans d'autres pays, la presse ne fait que cela. J'ai envie de dire que la contribution de la presse au développement de ce pays est immense et que les gens refusent de le voir. Beaucoup d'actes là
qui sont posées, mais pas le chef d'État qui censure, c'est davantage la presse. C'est la presse qui dénonce, la presse dit, voyez ce qui a été fait, qui est mal fait. La presse fait beaucoup. On ne peut pas venir ici faire le procès de la presse. Nous sommes en train de dire que ceux qui ont été choisis pour gérer les affaires de l'État ne font pas très bien le travail. Et nous constatons que celui qui aurait pu les sanctionner ne sanctionne pas. Je vous dis une chose qui est claire. Si à l'université, les choses marchent à merveille suffisamment bien, l'étudiant qui fréquente ne voudrait même pas savoir qui est le ministre d'enseignement supérieur. Si tout se passait suffisamment bien, moi, je ne m'intéresserais même pas au nombre de conseils ministériels qu'on aurait à tenir. Mais c'est parce que nous sentons que tout est bloqué et qu'on a l'impression qu'en tenant un tel conseil, cela peut débloquer la situation. Mais si tout marche comme il le fallait, alors nous, on n'aurait plus qu'à suivre. On ne serait plus encore allé nous interroger sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, le citoyen qui vit dans une commune ne connaît pas parfois même le nom du chef de l'État ou même le gouverneur de son État. Il s'intéresse à son maire. Il connaît son maire. Donc c'est bien à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'elle a des problèmes. Il s'adresse à son maire et il a des solutions à ces problèmes. Mais si, à partir du moment où le maire ne vous apporte des solutions, vous allez donc vous interroger jusqu'à vous retrouver au niveau à la tête. Donc vous revenez donc sur ce que j'ai dit. Il s'agit de... Nous sommes dans un processus de décentralisation aujourd'hui. Et le fait qu'on ne communique pas afin de donner les voies de décentralisation... Qu'est-ce qui est fait? Si vous estimez que les choses sont faites, qui devait communiquer? Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que certains administrateurs, préfets, sous-préfets, bloquent carrément ce processus de décentralisation? On ne va pas prendre le Cameroun à votre cas du Bafan là. Hein? Non, ce n'est pas que Bafan, c'est un cas dans plusieurs régions. Je vous dis, c'est un exemple. Passons pour vous, Mandoumbe. Le président de la République, justement, a rappelé que cette équipe gouvernementale doit se dire qu'elle est en mission. On pourrait donc se dire que c'est un gouvernement de mission. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce qui est dans ce vocable, dans cette expression de gouvernement de mission? Qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est juste une déclaration que c'est un gouvernement de mission. Mais quelle est sa mission? Je pense qu'il y a des choses qui doivent être définies. Quelqu'un tout à l'heure a dit qu'effectivement, il n'y a aucune coordination au niveau gouvernemental. Je l'ai dit. Il n'y a aucune coordination. C'est-à-dire que rien n'est fait pour que les choses marchent dans un certain sens. Qui doit faire quoi, selon C'est vous? le Premier ministre. Il y a un Premier ministre chef de gouvernement qui doit être là, mais vous savez, manifestement, il a les mains liées, il ne peut pas faire. Écoutez, le cas est patent. Prenez le cas de ce qui s'est passé avec les droits d'auteur. Le chef de gouvernement, comme on dit, chef de gouvernement prend une décision. Cette décision est contestée par le ministre et ça a fait le tour des journaux pendant un mois. Et quelle est la décision qui a été prise? La décision n'a été prise qu'au final, au moment où il y a pratiquement eu le réaménagement du gouvernement. Est-ce qu'il y a une décision? Quelle décision il y a eu? Il n'y a pas eu. Il y a eu la création d'un comité avec des experts. Non, je dis aujourd'hui, il n'y a pas eu une décision. Non, écoutez, il ne faut pas nous... Le ministre fraudeur est encore là. Oui, mais attendez. Ne nous entraînez pas dans des faux débats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un faux débat dans lequel vous voulez nous entraîner. Je veux dire qu'aujourd'hui... Peut-être que M. Fouchive veut dire que le président de la République a restitué les choses, a restitué l'autorité du Premier ministre que vous évoquiez tout à l'heure. Ça fait trois gouvernements. Mais le temps, c'est votre temps. Mais non, ce n'est pas notre temps. Mais monsieur Omar, non, écoutez, si vous êtes directeur de publication, directeur d'une société, on ne vous impulse pas de dire, par exemple, que tel ne travaille pas chez vous. Un gouvernement, c'est vous qui jugez. Un gouvernement doit fonctionner avec des rythmes. Dès lors qu'il y a des actes qui sont posés et qui ne vont pas dans le sens d'un gouvernement, il a pris la légitimité avec une élection en disant « je prends le Cameroun à cette situation, au bout du septennat, voilà là où je serai ». On est incapable aujourd'hui de nous dire là où on sera. Si aujourd'hui, quelles sont les régions aujourd'hui au niveau économique qui ont atteint des niveaux de budget d'investissement pratiquement aucune région qui a atteint 50%. Mais le président de la République a évoqué encore ce problème de sous-consommation. Mais oui. S'agit-il ou bien revient-il au président de la République d'aller dans les régions bien, de pouvoir booster la consommation des budgets d'investissement public? Que doivent faire les ministres en place? Alors, si on se rend compte, si le Premier ministre se rend compte, des budgets d'investissement n'ont pas été consommés,
que des investissements qui devaient être réalisés n'ont pas été réalisés. Que fait le Premier ministre? Le Premier ministre doit en tirer les conséquences. Or, on en est encore à... On va être dans un gouvernement de mission qui ne remplira aucune mission. Ça, on le sait. Nous sommes dans un pays où toute la haute administration a, bien entendu, des marchés captifs. C'est-à-dire, au lieu d'investir normalement dans des structures, eh bien, c'est eux-mêmes qui s'accaparent des marchés. C'est pour ça qu'effectivement, on n'arrive pas à investir, parce qu'on cherche les personnes, des prête-noms ou des épouses, ou des choses comme ça. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez, c'est la vérité. Et ce sont tous ces blocages que dénonce le chef de l'État et qui sont patents aujourd'hui, qui font en sorte que l'État n'avance pas. Et la politique, pour moi, pour arriver à ma conclusion, c'est que la politique gouvernementale est de paupériser les populations camerounaises. Ce n'est pas de faire en sorte que ces gens-là puissent trouver de quoi vivre, de quoi se nourrir. Et je crois que le chef de l'État... Le chef de l'État, excusez-moi de terminer, le chef de l'État, à un moment donné, a fait une déclaration en disant que l'école est gratuite. Où est-ce que l'école est gratuite au Cameroun aujourd'hui? Pourtant, c'est une déclaration du chef de l'État. C'est pour ça que, mais cette décentralisation, c'est pour ça que nous disons que rien n'est suivi, rien n'est suivi, que ce soit à son niveau, que ce soit au niveau du Premier ministre, ni au niveau des ministres, rien n'est suivi. Les déclarations du chef de l'État, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Non, non, je crois, excusez-moi. Je crois que quand on parcourt aujourd'hui le discours du chef de l'État, deux temps ont été donnés. La première aujourd'hui, au vu de l'environnement que nous vivons, c'est d'assurer aujourd'hui plus que jamais la protection de cette population. Et parce que nous sommes en guerre. Et je crois que le ton que le président de la République a donné à ses ministres était au niveau de cette voie. Parce que les Camerounais, nous avons la chance d'être aujourd'hui à Equinox, on est en train de parler, les autres n'ont pas cette chance de vivre. Et ce sont des Camerounais. Le deuxième ton qui est donné, par rapport à ce que Charles disait, qui sont des feuilles réelles, c'est d'arriver à un point de plus au niveau de la croissance. Et on le cite aujourd'hui. Cette croissance aujourd'hui, vous venez de dire, Oumar, ce n'est pas normal que dans un ministère, qu'on dise que la consommation du budget n'a pas été réelle. Qu'on dise par exemple qu'à la communauté urbaine de Yaoundé, on a par exemple les investissements non consommés de l'ordre de 20 milliards, alors qu'on a besoin de l'eau de route. Mais je vous dis, c'est pour ça que aujourd'hui plus que jamais, quand on voit le discours, le ton que le chef de l'État a donné, moi je comprends pourquoi il dit à ses ministres aujourd'hui de rêver et d'entrer dans les actions. Parce qu'on ne viendra pas vous dire, si vous êtes un responsable aujourd'hui, on ne vient pas vous dire pourquoi est-ce que votre budget de consommation, vous ne l'aviez pas fait? Et alors que la population meurt, nous avons un problème de l'eau, nous avons un problème de route, il y a de l'argent, on ne le consomme pas. Donc ceci, nous l'avions déjà dit, vous l'aviez dit, les journaux, on a décrié. Mais aujourd'hui, maintenant, la question qui se pose, c'est que quand il le dit, il demande à son Premier ministre de veiller. Ces deux temps nous permettent aujourd'hui de pouvoir voir au-devant de eux, parce que ce sont des actions de court terme. Et je vous le dis, on n'a pas besoin de dire que nous organisons 2 coupes de nations, filles et donc masculins, entre d'ici 2 ans, 4 ans, et que vous avez parlé du tourisme. Je m'attendais plutôt vers là, je croyais que vous deviez déboucher vers là, et que nous n'avions pas encore de route. Nous ne pouvons pas faire 4 à 6 régions si on ne peut pas avoir le mouvement de flux. Donc, ces genres de constats doivent amener donc les responsables ministériels à comprendre qu'il y a un enjeu. Et c'est pour ça que je dis, le président de la République ne va pas partir du haut pour venir demander au ministre de Sport, au ministre de Tourisme, pourquoi les hôtels ne sont pas clean à Bafoussam, alors que nous avons déjà intérêt et nous savons que la Coupe de Nations se jouera à Bafoussam. Coordination gouvernementale. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, le président de la République ne va pas descendre de là où il est pour venir. On ne lui demande pas de descendre. Mais alors, c'est pour ça que je dis. Alors, Nassir, juste sur un point, vous, qu'est-ce que vous entendez par gouvernement de mission? On va sortir de là. Naturellement, pardon, gouvernement de mission, ça veut dire que
chacun doit veiller à s'exécuter, apporter sa contribution pour la bonne marche de ce gouvernement. Mais pour moi, je dis, et je le répète encore, en toute sincérité, nous n'attendons rien de ce gouvernement. Pourquoi? Vous allez voir, il y a des ministres. Dans le gouvernement RDPC, il n'y a pas que de mauvais ministres. Il y a des ministres qui travaillent bien, que d'ailleurs, moi personnellement, j'apprécie. M. René Sadi Emmanuel, par exemple, qui est un monsieur qui travaille bien. Mais malheureusement... Vous parlez de la décentralisation, mais c'est ça... Non, malheureusement, monsieur, déjà que je serai à Yaoundé, nous serions à Yaoundé en début de semaine pour le rencontrer, pour en parler avec monsieur le ministre. Je dis encore, il y a des ministres qui peuvent bien travailler, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où, lorsqu'un ministre veut vraiment se mettre au travail, il y a ce mot sous haute instruction de la haute hiérarchie. Il va falloir se référer au président de la République. Ce qui veut dire que, en effet, nous avions des ministres qui sont délégués pratiquement dans tous les domaines et pour agir doivent se référer à. Et nous savons tous les problèmes qui se posent dans ces ministères lorsque vous arrivez dans un ministère, même avec un projet, vous avez du mal à vous faire écouter, même à vous faire recevoir, tout simplement parce qu'il y a une bureaucratie, je dirais, qui ne dit pas son nom. Non, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et je pense que ce système ne pourra changer qu'une seule fois. M. Bien ne sera plus au pouvoir. Très bien. Parce que... C'est Charles vous a contaminé, là. Avant de sortir de ce sujet, une petite préoccupation pour vous, Omar. La presse s'est intéressée cette semaine aussi, au-delà avec l'après-réaménagement ministériel, à ces ministres qui occupent toujours leurs fonctions ou ces postes qui sont restés vacants. Que doit-il se passer maintenant? La presse évoque notamment des batailles qui commencent à se faire ressentir, que ce soit au niveau de la douane. Le directeur général a été nommé ministre des Postes, que ce soit à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Pourquoi s'intéresse-t-elle à ce qu'elle appelle les cumulards? Bien, écoutez, ça rentre dans le cadre normal d'un pays. Les choses qui sont préparées doivent se faire de manière concomitante. Ça veut dire que lorsque... aujourd'hui, on a pris la décision de nommer le directeur général des douanes au ministère des Postes et Télécommunications. Un décret concomitant devait être pris immédiatement pour nommer quelqu'un également là-dessus. Le fait que des ministres soient là à cumuler leurs fonctions montre à suffisance qu'effectivement il y a eu des impréparation et que des choses ont été faites avec beaucoup de légèreté. Et c'est ce qui est dommage parce que ça ne permet pas le bon fonctionnement d'un État. Depuis que nous sommes dans ce débat, moi je veux dire que ce pays-ci, et je l'ai dit en entame de cela, marche sur la tête. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que lorsqu'on a fait le réaménagement ministériel, la chaîne publique que nous connaissons tous, CRTV, s'est mise à tirer des comètes sur la planète en disant, voilà, aujourd'hui, le président de la République a fait un réaménagement, il a placé les bons hommes là où il faut, et les choses vont démarrer, et le développement va arriver, alors que nous sommes en train d'arriver à 2035 sans que rien, effectivement, n'ait été fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des Camerounais et des Camerounais de bonne foi. Nous voyageons, nous circulons. Vous allez sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, regardez dans quel état cet axe se trouve aujourd'hui, pendant qu'on est en train de construire l'autoroute qui va mener à Douala. Est-ce qu'on va abandonner cette route? C'est ce qui fait qu'on n'arrivera jamais à un développement parce que les choses ne sont pas suivies. Même quand on parle, ce n'est pas la communication. Ce n'est pas la communication. À votre question? Non, ce n'est pas la communication qui fait que aujourd'hui l'axe lourd Douala-Yaoundé est dans un état de délabrement avancé. Ce n'est pas la communication. C'est simplement le fait que les ministres ne travaillent pas et font des déclarations intempestives et que nous sommes au niveau du discours. Nous ne sommes pas au niveau du discours. Nous sommes au niveau de la réalité. Nous sommes au niveau de la
la réalité et du vécu quotidien des Camerounais. Et aujourd'hui, le vécu quotidien des Camerounais est de telle façon que, effectivement, on a du mal à s'en sortir. Et pour chuter, je voudrais dire ceci, parce que tout à l'heure, je l'ai évoqué ce cas et vous m'avez malheureusement interrompu, c'était pour vous dire que le Cameroun n'a plus de grands commis de l'État, des gens qui travaillent sans se dire que voilà, je suis de telle et de telle région et je regarde les gens de telle et de telle région. Il faut que nous sachions que nous sommes tous des Camerounais et qu'un Camerounais, quand il rentre dans un service public, il doit être servi normalement. Si ces choses de base sont là, je pense que quelqu'un l'a dit également tout à l'heure, on ne essaiera pas de savoir qui est qui. Mais aujourd'hui, c'est cette politique-là, excusez-moi, c'est cette politique-là qui est en place au Cameroun. On cherche à savoir qui gère ce dossier, pour que ça avance. Et ça je partage votre avis. Je partage votre avis en disant qu'il faut améliorer le principe de régionalisation. Je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que le ministre Cumulard... Je partage cet avis, mais je ne dirais pas que c'est une fonction automatique. À vous entendre, c'est comme si... Dès qu'on enlève, par exemple, le ministère, il faut préparer un décret. Non, ce n'est pas de l'impréparation. En principe, vous voulez dire, c'est ce qui devrait se faire. Mais en réalité, quand on voit le réaménagement gouvernemental, et vous l'aviez, les journaux l'ont traité, on se rend compte que il fallait à tout prix sonner. Il fallait arrêter, normalement, cette cacophonie qui... On n'avait plus ce timbre musical qui devait pour cette coordination. Et je crois que précipiter, non, mais le réaménagement au lieu d'un remaniement, c'est justement cette précipitation qui a fait... Pour résoudre les problèmes ponctuels. Vous savez, le directeur de douane, le directeur de la caisse de stabilisation... Et puis, allons-y même le gouverneur. Son nom se lève pas un matin pour nommer un gouverneur. On ne va pas prendre Charles pour mettre gouverneur de la région du littoral. Non, c'est quand même... Et donc, pour vous, ça peut prendre autant de temps? Non, ça ne dépend. Par contre, là, il faut donc, et c'est là où je suis d'accord avec Oumar, il faut que cette semaine qui arrive, qu'on puisse avoir, ne serait-ce qu'à la tête de notre région, un gouverneur, parce que ce n'est pas une région qui doit fonctionner sans le chef d'orchestre. Très bien. Alors, pour sortir de ce chapitre, Charles Forgan, justement, lors de ce conseil ministériel, le président de la République a décrété une journée de deuil pour ces pèlerins camerounais qui sont décédés lors du drame de Mina en Arabie Saoudite. Mais la presse est plutôt empressée de se demander pourquoi le silence a perduré lorsqu'il s'agit de parler des morts, ceux qui sont morts à la suite des attentats suicides. Comment comprenez-vous cette controverse suscitée par la presse? A-t-elle lieu d'être? Mais elle a toute sa place. Vous avez dit celle qui a perdu, qui perdure, car jusqu'à présent, les seules condoléances que les familles reçoivent sont du ministère de la Communication qui dit agir au nom du chef de l'État qui lui a prescrit de présenter ses condoléances. Mais ça aurait été aussi facile pour le chef de l'État, de là où il se trouverait, de pouvoir adresser également ses condoléances à ces familles-là. Mais il a fait par l'entremise du ministre de la Communication du gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, par exemple. Comment expliquer pour les pèlerins, il a dû le faire lui-même personnellement? Je veux aussi croire que dans la dynamique du discours qu'il avait, la communication qu'il avait à faire à ses ministres, on a dû glisser cette ligne-là en rapport avec ces pèlerins morts. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne crois pas. Donc vous blaguez là. Je ne crois pas que c'est quelque chose de suffisamment préparé, car ça avait été le cas. On ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas la même sympathie pour les... Et c'est justement là où la presse a fauté. C'est là où vous avez fauté. Non. Nous disons très bien que la presse a fait son travail. La presse constate que le chef de l'État prend des condoléances à ces pèlerins, alors que depuis que les gens meurent dans la partie septentrionale du pays, ce n'est que par l'entremise de ses porte-paroles qui présentent les condoléances. C'est ce qu'on a constaté. Mais la préoccupation demeure, Edouard Fauchivet. Est-ce que c'est une comparaison qui a lieu d'être? Est-ce que ce ne sont pas deux chapitres complètement différents? Complètement différents, antinomiques. Et c'est là où je voulais dire... Vous savez, j'interpelle toujours la presse pour faire un travail technique. Vous avez ici un commandant de la 2e région. Si vous aviez discuté avec le général, il vous dirait que dans le corps de l'armée, quand vous entrez, c'est comme le corps de la magistrature, vous prêtez serment, comme les médecins. Le corps de l'armée, on ne fait pas de discours. Quand vous mourrez au front,
c'est que c'est le résultat de l'acceptation. Mais vous voyez déjà que vous êtes au niveau d'un discours, d'études de condoléances. Tant que la guerre n'est pas finie, tant que cette guerre n'est pas finie, le président de la République n'a pas... Parce qu'il faut compter nos morts. C'est pour ça que vous avez vu chez nous, au Cameroun, des monuments, là où on ne faisait pas ce monument pendant la guerre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur Fauchivet, laissez-moi terminer. Les Camerounais nous suivent. Vraiment, dit que le président de la République n'a pas de raison d'aller sur le front. Ce n'est pas la question qui m'est posée. Ce n'est pas cette question. Les militaires camerounais, nos soldats qui tombent sur le front, et ceux qui sont tombés à la Mecque, que le président de la République reste muet, ça c'est un scandale. La question dans d'autres pays, permettez-moi, monsieur Fauchivet, de vous rectifier, parce que là, il s'agit des vies humaines camerounaises. Lorsque dans certains pays, il y a 4 ou 5 personnes qui perdent la vie, mais je suis désolé de vous dire que le président de la République fait une descente sur le terrain. Nous parlons de guerre. Et monsieur, vous parlez de votre chose. Vous parlez des Allemands et le président Hollande. Monsieur Fauchivet, le président Hollande était en Centrafrique après les premiers morts français. Il ne faudrait pas que vous essayiez de justifier ce qui n'a pas le droit d'être. Si vous m'avez laissé continuer. Mais non, il faut vous interrompre avant que vous ne puissiez continuer avec ce mensonge. Il peut donc continuer tout de suite. Allez-y, Edouard Fauchivet. Donc je disais que le contexte est différent. Et je dis nous avons l'avantage. C'est pour ça que je veux voir la presse camerounaise aller en profondeur de choses. Et Charles, je vous le dis, allez voir un colonel ou un général, posez-lui la question que Yanga vient de nous poser. Vous aurez la réponse. Moi, j'ai fait ce travail pour demander, mais pourquoi il a dit, tant que la guerre n'est pas terminée, nous sommes en guerre. C'est-à-dire les militaires camerounais, quand un militaire porte la tenue et prend l'arme, ce n'est pas pour venir rester avec Omar. Et où est le commandant en chef? On est dans quelle guerre là? Et où est le commandant en chef? C'est la guerre dans laquelle nous sommes. Le commandant en chef a disparu de la circulation. Donc le septentrion n'est pas à Monsieur Fauchivet, où est le commandant en chef? Une situation, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes effectivement, si vous voulez, on peut dire que nous sommes en guerre contre une secte. On n'est pas en guerre, nous ne sommes pas dans une guerre ouverte. Mais les Camerounais ne meurent pas, les Camerounais ne meurent pas. Et je dis donc par rapport à votre question, ceux qui sont morts à la Mecque sont morts hors du pays. Et le principe de la religion musulmane ne ramène pas un corps. Donc ils sont enterrés là-bas. Et quand vous voyez les cérémoniales aujourd'hui avec nos militaires qui tombent au champ de bataille, on leur donne ce principe. Ils ne sont pas, on les enterre pas comme ça. On les amène d'abord pour faire donc cette étude des cérémoniales. Voilà là où je voulais y arriver, où on leur donne le vert ou jaune comme élément de la défense nationale tombé au champ d'honneur. Voilà. Et quand vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Très bien. Alors, je vous propose donc, puisque vous parlez de guerre, qu'on y reste justement pour évoquer la lutte contre Boko Haram. Et c'est pour sortir de cette émission. La presse a-t-elle été surprise, Charles Forgan, par l'annonce de l'envoi au Cameroun de 300 militaires américains? Ah oui, la presse a été surprise parce que nous savons très bien que le premier pays qu'a visité Buhari après son élection à la tête de l'État nigérian, c'était les États-Unis. Et nous savons que le président Buhari avait sollicité un soutien des Américains, notamment des drones, même l'appui militaire, ce qui lui avait été refusé. Donc, que de façon spontanée à la demande du gouvernement camerounais, les Américains acceptent comme ça aussi facilement d'accompagner le Cameroun, ça peut vraiment amener la presse à s'interroger. Oumar Doumbé, vous comprenez cet accompagnement-là, ce déploiement des soldats américains. Alors juste, est-ce que vous êtes interrogé de savoir pourquoi le Cameroun et pourquoi pas un autre pays comme le Nigeria par exemple? Oui, en fait, je pense que le Cameroun, comme tout État souverain, a le droit de signer des accords avec d'autres pays pour sa sécurité ou bien pour d'autres éléments. On le fait au niveau économique, on peut le faire également au niveau militaire. Ce qui me pose, moi, un petit problème, c'est que aujourd'hui, les Américains que nous sollicitons sont eux-mêmes en guerre
en Afghanistan où ils n'ont pas résolu le problème. Ils sont eux-mêmes en guerre en Irak où ils n'ont pas résolu ce problème. Et que nous signons avec eux des accords pour venir nous apporter des aides sur le renseignement. Or, qui plus est renseigné que les Américains? Ils sont renseignés, ils ont une autre stratégie probablement. Mais je dis, le Cameroun aujourd'hui... Vous voulez parler d'un agenda caché? Moi, je pense qu'il y a plutôt... Quel serait cet agenda caché selon vous? L'agenda caché, ce serait qu'effectivement, les Américains ont besoin d'avoir une base en Afrique pour laquelle ils se permettraient de surveiller un peu le continent, parce que le Cameroun, géographiquement parlant, est une zone stratégique où on peut rayonner partout sur le continent. Et je continue à penser que ces gens qui veulent venir au Cameroun comme ça de manière inopinée, alors que Boko Haram n'a pas commencé ses incursions au Cameroun, mais plutôt au Nigeria, et que on veuille... De quel type d'incursion parlez-vous lorsqu'il y a déjà des attentats qui sont perpétrés à Je ne vous au Cameroun? pas. Oui. Est-ce que cela ne on suffit tue les pas Camerounais déjà tous les jours. Non, ça ne suffit pas pour justifier que les Américains viennent au Cameroun. Pourquoi? Depuis 50 ans, depuis plus de 50 ans, le Cameroun est un pays indépendant. Nous avons formé des généraux. Nous avons formé des colonels qui ont été dans des plus grandes institutions de guerre au niveau mondial. Ce sont des gens qui, à mon avis, aujourd'hui, auraient pu être ceux qui peuvent être des formateurs d'autres gens. Or, il se trouve que c'est eux qui, maintenant, vont avoir à apprendre des choses qui viennent des Américains. Qu'on signe encore des accords pour avoir du matériel, des choses logistiques pour nous permettre de bien maîtriser la secte islamique, ça je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord, mais qu'on prenne 300 Américains, qu'on vienne les mettre à l'intérieur du Cameroun, moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas évidemment clair et qui permette que, en fait, que la population lambda puisse bien comprendre ce problème. Il doit y avoir quelque chose en dessous. À quoi devrait-on s'attendre, Edouard Fauchivier, avec ces 300 soldats américains? Je voudrais d'abord aller dans le même sens que Charles. Ceci dénote d'une vitalité et d'une victoire de la diplomatie camerounaise. Parce que, comme il a dit... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, vous étiez surpris, et je voulais transformer cette surprise en victoire. Puisque vous-même, vous l'avez dit, le Nigeria avait demandé et n'avait pas eu, le Cameroun l'a eu. Et je voudrais rebondir sur le second point pour dire, contrairement à ce que pense Omar, quand on est dans le concept de relations internationales, c'est un monde gagnant-gagnant. Ça, il faut le mettre, il faut mettre ça tout de suite. Si vous avez des relations avec la Guinée équatoriale, c'est parce que vous tirez quelque chose et la Guinée équatoriale tire autre chose. Donc, le simple fait, et au niveau logistique, le Cameroun a reçu de tous les grands pays, l'Allemagne, la Russie, la France, la contribution logistique pour cette guerre. Et donc, les Américains arrivent parce que il faut rester dans le concept, la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui. Les orientations de cette guerre ont changé. Il ne s'agit plus de l'attaque conventionnelle où nous allons nous tirer. C'est eux qui entrent maintenant. Regardez la jeune fille, la dernière, qui, voyant qu'elle était complètement encerclée, a préféré donc sauter elle-même. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes assis, Charles peut être là et dire, et nous sommes partis. Donc, c'est un problème qui nécessite le renseignement. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas renseignés ou les autres n'ont pas. L'avantage, comme vous avez dit, en Afghanistan, c'est que ces données de guerre aujourd'hui, les Américains détiennent le concept de renseignement. Ils ont trois. Il y a renseignement, surveillance et reconnaissance aérienne. Les trois données, ni la France, aucune en termes de participation, personne ne nous a aidés. Et aujourd'hui, leur contribution... Comment le savez-vous, Edouard Fauchivier? Mais attendez, la preuve c'est qu'ils sont... Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, peut-être qu'ils sont à Douala. Donc ça veut dire qu'en matière de renseignement, nous avons quand même failli. Donc, comme c'est leur stratégie
à savoir les renseignements dans cette donnée de guerre invisible, ils peuvent apporter une contribution. Et nous disons donc que quand on voit, Oumar l'a dit, peut-être n'a pas insisté, la position géographique, la position stratégique du Cameroun aujourd'hui nécessite que les grandes puissances soient à la recherche. N'oublions pas qu'on est en dessous du bassin de la Tchad et au-dessus du golfe de Guinée. C'est un enjeu stratégique. Et lui vient de la cité bannière. Et donc, le port de Kribi fait partie aujourd'hui de cet engouement où chacun veut aujourd'hui être là parce que l'ouverture, la mise sur pied en route du port de Kribi s'ouvre automatiquement dans le concept du golfe de Guinée. Donc c'est un enjeu. Donc, si on reste dans une diplomatie gagnant-gagnant, on comprend aujourd'hui que, n'ayant pas participé, il y a lieu de partir. Mais ce que nous disons maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats de court terme. Voilà au moins ce qu'on peut dire. Porter aujourd'hui à la force de la sous-région. Même si vous redoutez quand même certaines exploitations de richesses du Cameroun à long terme. J'ai parlé de gagnant-gagnant. Donc c'est à nous maintenant d'être, puisque nous parlons et que les journaux vont écrire, c'est maintenant à nos services stratégiques et techniques de comprendre comment contenir les 300 dans un environnement donné et de récupérer ce qu'il y a comme information et mettre à la disposition de la force sous-régionale. Une chose est sûre, c'est que quand on vient avec et puis on rentre avec. Alors, de votre point de vue, Narcisse Gansop, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que 300 militaires américains viendraient au Cameroun pour appuyer les soldats qui sont déjà au front dans le cadre de la lutte contre Boko Haram? Si au moins là c'est une bonne nouvelle, il faudrait rappeler aux Camerounais que les États-Unis, comme la France ou l'Europe, sont des partenaires et ont toujours été aux côtés du Cameroun. Donc il est tout à fait normal, et je l'ai souvent dit, pour certains qui veulent éloigner les Camerounais de leurs amis occidentaux, tant que ce monde sera tel qu'il est, nous aurons toujours besoin des Américains, des Français. Tout simplement, leur expertise est encore importante pour nous aujourd'hui. L'armée américaine, qui est pratiquement l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure armée au monde, apporte là à l'armée camerounaise des renseignements et naturellement la logistique que nous n'avions pas, surtout dans ce type de conflit qui aujourd'hui est une guerre asymétrique que nos soldats pour la plupart n'ont pas été formés pour cela. Donc il ne faudrait pas que les Camerounais voient ça forcément d'un mauvais œil. Ce sont nos partenaires, ce sont nos amis, et c'est tout à fait normal que s'ils peuvent apporter leur contribution, au moins de ce côté, pour canaliser cette soi-disant secte, c'est tout à fait normal, et je pense que c'est pour le bien-être de tous les Camerounais. Alors, est-ce qu'avec tout cela, Charles Gafogan, le Cameroun a-t-il montré une certaine fébrilité dans le cadre de la lutte contre Boko Haram? Pourquoi devrait-on s'attendre à recevoir l'aide étrangère dans ce cas? Il y a pourtant la force mixte nationale qui est là, la force africaine qui est en attente. Alors, ajouter à cela les soldats américains, est-ce que le Cameroun n'a pas montré une petite fébrilité quelque part que les autres pourraient permettre de compléter pour venir à bout de la secte islamiste Boko Haram? Je crois que le rôle que les Américains auront à jouer a été suffisamment explicite. On sait qu'ils sont là pour le renseignement, ils vont faire la reconnaissance aérienne, ils vont appuyer également dans la surveillance. Ils vont faire également la surveillance. Je crois que sur ce plan-là, effectivement, on a quelque peu failli. Aujourd'hui, nous, le discours, c'est celui de solliciter la contribution des citoyens, des Camerounais qui vivent dans ces régions. C'est ces Camerounais qu'on s'appuie aujourd'hui pour avoir le renseignement. Peut-être que les Américains viennent avec une technique tout à fait différente. Donc j'ai envie de dire que sur ce plan-là, effectivement, sur le plan du renseignement, de la surveillance, on a échoué, que ce soit le Cameroun ou encore le Nigeria. Quand on vous dit que c'est que les combattants Boko Haram sont réfugiés quelque part dans une forêt, qu'on n'arrive pas à les localiser, nous on a dit qu'il y a un véritable problème. Les 189 donc si on pouvait effectivement localiser ces combattants, alors il
serait très facile pour nous car seulement on pourrait les attaquer. Donc on a failli ce plan-là. Mais j'aurais souhaité qu'on laisse d'abord cette force multinationale faire ses preuves avant que maintenant de recevoir l'appui d'une armée quelconque. Mais à partir du moment, non. Mais à partir du moment où ils viennent, simplement pour la surveillance, le renseignement, nous sommes d'accord. Mais sauf qu'il faut qu'il y soit effectivement pour ces raisons-là. Tout à fait. Alors, Oumar Doumbé, tout à l'heure, Charles Foga évoquait quand même la force multinationale qui, à peine est née, elle est tout de même appuyée par l'expertise américaine. Alors, que pourrait, on se souvient également quand Joël de Nabia a officiellement évoqué cette guerre contre Boko Haram, on s'attendait à ce que les autres pays, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, le Nigeria, qui sont également impliqués dans la guerre, se mettent ensemble. Avec aujourd'hui l'annonce de l'envoi des soldats américains, qu'est-ce que cela pourrait dire? Qu'est-ce que cela pourrait donner comme analyse des forces des pays qui sont concernés par cette guerre et de la force américaine d'autre part? Ça pourrait, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'à mon avis, c'est comme si c'était un petit repli sur nous-mêmes. C'est-à-dire de nous approprier cette guerre et de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus repliées, beaucoup plus recentrées à l'intérieur du Cameroun. Je pense que, effectivement, c'est l'impression et c'est l'image que ça peut traduire, à mon sens. Mais je crois également que le Cameroun est un pays qui est doté d'un certain nombre de structures. Vous avez dans un pays, dans un village, dans une région, dans un département quelconque, vous avez les chefs de bloc, vous avez les chefs de quartier, vous avez les chefs de village, vous avez les commissariats spéciaux, vous avez les gendarmeries, vous avez en fait toute une panoplie de structures qui sont là pour faire la surveillance, pour faire le contrôle même des mouvements des populations. Qu'on en arrive maintenant, après, avec toutes ces structures qui existent, qu'on en arrive à appeler des gens qui viennent de l'étranger pour nous aider à surveiller le mouvement des populations, à mon avis, je pense que c'est peut-être aller trop vite en besogne. Surveillance beaucoup plus de frontières au niveau de frontières. Au niveau des frontières, mais je pense que quand on rentre dans une frontière, on tombe dans une région, et dans cette région, on a mis des chefs de bloc, des chefs de... Tout ça qui sont... Ça n'entrave en rien le travail des Camerounais, mais c'est un apport. Ça n'entrave en rien, mais pour l'instant, je pense que ces gens n'ont pas fait suffisamment leur travail. Charles et moi, nous l'avions dit. C'est-à-dire que... Vous pouvez le dire, je dis... Ça veut dire qu'il y a un déficit. Il y a un déficit, oui, mais sur le terrain, on constate que ce que nous devions faire, nous ne l'avons pas suffisamment fait. Mais nous n'avons pas déjà la logistique. Ils viennent avec les drones, MQ1. Ils ont les drones. Ces drones, ils les ont utilisés en Afghanistan. Oui, ça a donné quel résultat? Mais Oumar, on continue d'attaquer les forces américaines à l'intérieur de la base américaine. Autour de la table pour cette question, au moins, nos cadres et les Camerounais, nous sommes d'accord que cette participation peut apporter une contribution, disons plutôt que le plus tôt que les informations en termes de déficit qu'on n'a pas eu soient rapidement maintenues pour que la force sous-régionale puisse l'utiliser afin de combattre. Vous le dites bien. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur... Permettez très rapidement, Oumar, de chuter. Allez-y, oui, Oumar. donc je disais que nous sommes d'accord sur le principe que les Américains viennent. Et vous avez dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Jusqu'à présent, on nous a expliqué pourquoi ils viennent, comment ils viennent, etc. D'autres termes ne nous sont pas connus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien, on en a besoin pour lutter contre la secte islamique. Non, mais c'est Boko Haram, pas islamique. Vraiment, peut-être c'est ce que vous voulez dire contre Boko Haram. Allez-y, Oumar. Ce que je voudrais dire également, c'est que véritablement, nous tous, nous devions prendre cela, parce qu'on a eu à débattre de ces problèmes. On a vu que les problèmes de sécurité, tout ce qui était pris comme mesures de sécurité n'ont jamais été appliqués. Et que lorsque vous allez dans une agence de voyage, les gens continuent à se comporter comme les gens se comportaient avant et qu'il n'y a pas eu véritablement de changement. Alors, en 30 secondes pour sortir définitivement, Edouard Fauchivé, est-ce qu'à long terme, il ne faudra pas avoir un problème de coordination
entre toutes ces forces finalement qui vont travailler dans la lutte contre Boko Haram. Bien entendu, et puis lever surtout l'équivoque pour dire à Ouma que le choix du Cameroun aujourd'hui, c'est par rapport à ces déficits communicationnels que nous avions dans le septentrion en matière de guerre. Aujourd'hui, vous demandez si... Les problèmes de coordination qui peuvent se... La coordination se doit, puisque nous avons une force aujourd'hui sous-régionale et que l'Union africaine fait partie. Donc nous devions aujourd'hui plus que jamais coordonner. C'est pour ça que l'entrée des 300 soldats américains, leur base c'est à Garoua, et les renseignements sont fournis, contrôlés par le gouvernement camerounais qui renvoie ça au niveau de la force sous-régionale. Donc ça veut dire qu'ils ne dépendent que du Cameroun. Donc même maintenant la coordination, il faut... Donc, par rapport à ce que disait Omar, il faut plus que jamais que cette force aujourd'hui se mette en marche. Très bien. Pour qu'on puisse définitivement terminer avec Boko Haram. Merci donc à vous, très chers messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, Charles Frogan. Nous remercions également à vous, Omar Doumbé. Nous vous remercions également Narcisse Gansop et enfin Edouard Fauchivé. Merci donc à vous, messieurs, d'avoir été là. Nous vous disons également merci, très chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres thématiques à aborder. Merci de rester scotchés sur l'actualité au Cameroun et même ailleurs. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.